Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission avec Judith sur YouTube de France 24 consacrée au changement dans la vie. Mes invités reviendront sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Fatima Benomar. Bonjour. Vous êtes marocaine vivant en France depuis 24 ans. Vous êtes venue pour commencer vos études à l'université Paris 7. Vous êtes devenue une militante féministe reconnue. En 2017, vous faites partie des 100 personnalités qui demandent au président Emmanuel Macron d'augmenter le budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis vous êtes autrice de cet ouvrage, Féminisme, la révolution inachevée, préfacé par Marie-Georges Buffet aux éditions Bruno Le Prince. Mais tout d'abord, avant de commencer cet entretien, vous avez choisi de revenir sur la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison ferme assortie d'une exécution provisoire. Oui, j'ai trouvé qu'on a beaucoup débattu du sort personnel de Nicolas Sarkozy et que moi, ce que je trouve important, c'est aussi d'en faire un débat sur ce qu'a été le sort collectif en France. Je me souviens de ce qui m'avait marqué, parce que j'étais déjà militante en 2007 au moment où il a été élu, c'était comment déjà il y avait un air très désagréable de déni démocratique à l'époque, sans même parler de ce qui s'est passé autour de la campagne présidentielle. Déjà parce que 2 ans avant, il y avait eu un grand débat en France sur le traité constitutionnel où plus de 54% des Françaises et Français avaient voté contre. Et traité constitutionnel européen. Voilà, exactement. Il y avait eu comme un parfum de triche dans la manière dont il est passé par le traité de Lisbonne pour dénier en fait les résultats de ce vote populaire qui s'était fait en plus après un débat de qualité tout à fait riche en France. Et je me souviens aussi, j'ai une mémoire vive de l'énorme répression du mouvement de contestation du sacrifice de la retraite à 60 ans. Donc on était déjà l'opinion était contre cette réforme déjà des retraites. On était des millions dans la rue, il y a eu une énorme répression du mouvement social et donc ce sacrifice a été fait dans les droits sociaux des Françaises et Français. Donc je pense avec ce recul de près de 20 ans, c'est intéressant de se dire en fait quelque part qu'est-ce qu'a été en fait ce quinquennat, jusqu'à quel point il est frappé d'illégitimité et dans la brutalité de sa façon d'imposer des lois, des réformes qui n'avaient pas l'assentiment populaire, et maintenant dans la question de la déloyauté qui a pu caractériser la campagne présidentielle déjà de 2007, où moi je me souviens, à l'époque j'étais au Parti Socialiste, je faisais la campagne Ségolène Royal et je sentais bien qu'il y avait une inégalité de moyens voilà, qui était très visible dans à quoi ressemblait sa campagne à lui et notre campagne à nous. Donc j'aurais préféré que le débat s'exprime plutôt sur ça que juste sur voilà, les ressentis ou la condamnation d'un homme en particulier. En tout cas, l'ancien président Nicolas Sarkozy a fait appel et donc il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Venons-en à notre entretien. Cette émission est consacrée au changement dans la vie. Alors vous, le premier changement, c'est votre départ du Maroc pour la France, toute jeune, à 17 ans. Alors pourquoi vous avez quitté le Maroc et pourquoi la France ? Alors c'est vrai que au Maroc, beaucoup de choses sont faites pour nous faire un petit peu tomber amoureux de la France. C'est-à-dire il y a des morceaux de France qui clignotent d'un petit peu partout. Toutes les rues, toutes les institutions sont traduites en arabe, en amazigh maintenant, c'est une belle nouvelle, et aussi en français. Et en tout cas, chez nous, à la maison, on regardait aussi bien la première chaîne marocaine que les chaînes françaises. On écoutait aussi bien Abdelhalim Hafed que Edith Piaf, que Jacques Brel, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont provoquer un désir à un moment de partir. Et puis, je pense que tous les peuples qui sont sur des villes côtières et qui ont une vue sur la mer, notamment le Maroc est complètement allongé sur la mer, on a l'envie du large. Voilà, on a ce bonheur de voir regarder souvent l'horizon maritime, les couchers de soleil sur l'Atlantique et tout, et on a souvent voilà, cette envie de changer de monde. Moi, c'était quelque chose de très important pour moi, un moment de créer une rupture, d'aller vers la France. J'étais aussi très cinéphile, il se trouve que je regardais beaucoup le cinéma français, c'est ce qui m'a conduit plus tard à vouloir faire des études de cinéma.
Donc voilà, j'étais vraiment comme une petite héroïne de Molière qui dit à son papa laisse-moi aller rejoindre mon amoureux, qui était tout simplement cet objet qui était la France. Et c'était un moment très fort pour moi. Je me souviens comme j'adorais par exemple lire tout Alexandre Dumas. Quand je suis arrivée à Paris, que j'ai reconnu les noms des rues qui étaient cités dans des vieux livres comme La Reine Margot et tout, c'était quelque chose d'extrêmement fort et fascinant. Alors, vous avez passé votre jeunesse au Maroc, mais en quoi ce pays et sa culture vous ont influencé? Alors c'est une culture qui est très particulière, qui est très marquée par un certain goût pour la nostalgie, le romantisme. C'est quelque chose qui caractérise énormément notre production culturelle, la manière dont on chante. Il y a souvent les gens, quand ils écoutent par exemple Keltoum, ils ont l'impression d'écouter une complainte ou quelque chose comme ça. Bon voilà, la culture orientale est très axée sur la mémoire, le sensoriel et je me souviens à un moment j'ai fait une série de tatouages sur ma vie et la première ligne je l'ai symbolisée par la lune, le palmier, la mosquée, le coucher de soleil et parce que pour moi c'est vrai que les plus vieux souvenirs, en plus pour moi mon passage au Maroc est marqué aussi par l'enfance et la préadolescence. C'est des souvenirs comme ça extrêmement forts, sensoriels, voilà. Je dis souvent que j'ai un rapport avec le Maroc comme ma mère et avec la France comme mon père. C'est-à-dire avec ma mère, on ne parlait pas beaucoup. Et je pense d'ailleurs que si un jour elle nous quitte, j'aurais beaucoup plus de mal à faire le deuil parce qu'on n'a pas assez discuté, elle et moi. Et du coup, je ne pourrais pas m'accrocher à des choses très concrètes, à des souvenirs de discussion très rationnels. Au contraire de mon père avec qui on discute beaucoup et donc je pourrais m'accrocher un peu plus de souvenirs concrets et c'est un petit peu symbolique pour le rapport que j'ai avec le Maroc et la France. Et quand donc vous avez de la famille sur place, alors quand vous retournez là-bas, est-ce que vous avez le sentiment de retrouver vos racines ou pas? Oui, toute ma famille est au Maroc. Souvent, on dit que les personnes qui se cherchent un peu dans leur identité, il y a cette expression en français qui s'appelle courir comme un poulet sans tête. Et j'ai l'impression que nous, les personnes qui sont dans la double culture, on court un peu comme un poulet à deux têtes, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on va au Maroc, c'est quelque chose effectivement de très touchant, surtout quand on y a passé notre enfance, parce que il y a plein de Madeleines de Proust qui sont un peu ressuscitées. Mais on a très vite le mal de France là-bas, comme ici on peut avoir le mal du Maroc. Moi là, je suis très branchée évidemment sur ce qui est en train de se passer au Maroc, sur le mouvement de révolte de la jeunesse marocaine à qui j'exprime évidemment toute ma solidarité et mon soutien. J'ai ma famille qui est en train de m'envoyer plein de petites vidéos de ce qui se passe là-bas. Mais oui, c'est vrai que d'autant plus que quand je suis arrivée en France, le premier choc, il a été vraiment très... c'est le corps qui accuse le coup. Déjà parce qu'on doit apprendre à avoir froid. Au Maroc, je n'avais pas aussi froid qu'ici. Il y avait plein de choses, c'est-à-dire par exemple, c'est la première fois que j'ai expérimenté quand je suis venue en France, le fait que le matin il fasse nuit. Ce qui n'est pas du tout le cas au Maroc. Donc, alors désolée, je sais que la cuisine française est reconnue dans le monde entier. Il se trouve que moi, je l'avais trouvé très fade. Et donc, tout ça, c'est un peu des mécanismes d'assimilation assez brutaux quand on arrive la première fois en France. On a l'impression que ce qu'on mange n'est pas bon, qu'il fait froid, que le soleil n'est pas assez là. Et donc, on commence effectivement à avoir une petite nostalgie d'un autre rapport au corps qu'il y a au Maroc. Et donc, quand je suis là-bas, effectivement, que je retrouve la faune, la flore, les caractéristiques climatiques du Maroc, ça réveille des choses assez fortes. Et vous êtes de Rabat. Exactement. Et quel rôle ont joué vos parents dans votre engagement républicain et féministe? Il n'y en a pas eu beaucoup parce que ma famille n'est pas du tout une famille militante. Je n'ai pas hérité d'une conscience politique du côté de ma famille. Donc, mais je me souviens tout simplement que mes parents ont réussi à me mettre au moins des graines d'idées progressistes. Votre père est philosophe quand même. Mon père est prof de philo. Ouais. Et je me souviens par exemple d'une petite anecdote, c'était... quand j'étais au lycée, j'entends parler d'homosexualité pour la première fois parce que j'apprends qu'un de mes profs est homosexuel. Et ce jour-là, c'est mon père qui vient me chercher et je lui dis juste dans la voiture
ah, je viens d'apprendre que mon prof est homosexuel, je savais même pas que ça existait. Et lui, il me dit juste une petite phrase, il me dit, mais tu sais Fatima, l'homosexualité c'est normal. Et donc c'est tout bête, mais ces petites phrases que peuvent vous lâcher vos parents, je crois même pas que pour lui c'était un acte militant, je crois que c'était juste une conviction qu'il a et qu'il m'a partagée. Avec cette petite phrase que je n'ai jamais oubliée, ben, il m'a mis des prédispositions, on va dire, à une mentalité tout simplement ouverte et tolérante. Donc vous êtes totalement intégré à la société française, vous êtes ici depuis l'âge de 17 ans, vous participez aux débats politiques, aux débats sociétaux. Vous diriez que vous êtes intégré à la société française ou vous vous sentez même assimilé? Alors j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'expression. Déjà, c'est vrai, plusieurs années plus tard, et j'ai demandé une fois ma naturalisation en 2011, mais c'était plus tôt parce que j'étais en galère administrative. Et c'est vrai que moi, à un moment, je me suis toujours vécue plutôt comme une étrangère vivant en France. Mais pour moi, le fait d'être étrangère n'est pas quelque chose qui remet en cause une citoyenneté. Pour moi, vraiment, quand on vit dans un territoire, quand on y fait sa vie affective, sa vie professionnelle, son militantisme qui plus est, mais juste quand on rayonne juste par nos personnes, parce que quand on vit au jour le jour sur un territoire, ben, on fait acte d'entraide avec ses voisins. Enfin voilà, quand on y vit, on est intégré de fait. Quel que soit notre niveau, par exemple, d'apprentissage de la langue, je connais par exemple des personnes étrangères qui ont encore du mal avec la langue française et qui sont complètement intégrées, tout simplement parce que ce territoire, ils y vivent et ils le font vivre. Donc, j'ai jamais vraiment réussi à répondre à la question est-ce que tu es devenue française? Est-ce qu'il y a effectivement l'effet un peu magique du temps qui fait qu'on se transforme, qu'on se métamorphose? Du coup, si tu es vraiment française, depuis quand l'es-tu? Je ne saurais pas le dater. Et donc tout ça fait que je n'arrive pas à trancher cette question-là. Mais ce que je sais, c'est que je suis enracinée dans la vie en France. Je me passionne premier degré pour ces débats politiques, pour le sort de la France. Et pour moi, ça suffit complètement à légitimer le fait que je vive ici et que je suis légitime à vivre ici. Mais l'intégration, de toute façon, c'est ne pas forcément renier ses racines. On peut même en faire une force. La nation française, c'est quelque chose de vivant, c'est pas figé. Elle s'enrichit au fil du temps de ses cultures. Oui, oui, et même renier ses racines, on peut pas... En fait, c'est pas quelque chose sur laquelle on a la main. C'est-à-dire, ses racines, on les a, sa mémoire, on l'a, toutes les tentacules familiales qu'on a dans d'autres pays, elles sont là. On aurait beau les renier d'un point de vue de posture, que ce serait pas vrai. Et ce sont des choses qui nous dépassent. Donc, non, non, et de toute manière, que je le veuille ou non, je ne peux pas renier tout ce qui a constitué, en plus, ma sociabilisation primaire et secondaire, c'est-à-dire les premières les 1000 premiers jours de la vie. Voilà, il y avait une fois, j'avais fait un débat avec Éric Zemmour qui m'avait il m'avait dit, si vous voulez vraiment vous intégrer, il faut plus vous appeler Fatima. Et ce qui avait été très violent, c'est que on ne peut pas renoncer à son premier prénom, tout simplement parce que toute la première mémoire qu'on a, où on se reconnaît, les fois où ma mère m'a appelé avec mon prénom parce que j'étais en train de jouer dans le jardin, tout ça, c'est vraiment les premières choses qui construisent ton identité. Ton prénom, tu l'as écrit 20 000 fois sur ton cahier d'écolière, au tableau, et donc c'est quelque chose qui t'accompagne au plus profond de ton être. Et donc je voyais bien que c'était une stratégie de sa part pour me faire renoncer de manière violente à une part de moi-même et pour que je sois dissociée en fait. Et non, il faut lutter contre ces stratégies de dissociation auxquelles on veut soumettre les personnes qui ont le bonheur plutôt que le malheur d'être dans la double culture. Alors, vous avez obtenu la reconduite de votre titre de séjour sans problème jusqu'en 2011, Fatima Ben Omar, puis vous avez connu des difficultés. En 2011, vous avez même été sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors, pourquoi avez-vous été victime d'une OQTF et pourquoi n'a-t-elle pas été acceptée ? Alors, c'est pas tout à fait vrai que ça a été sans galère jusqu'en 2011. En fait, ça a toujours été une galère. Je suis arrivée en France pour faire mes études. Donc, je suis venue avec le statut étudiant. On m'avait déjà prévenu à l'époque que j'avais tout intérêt à travailler pendant mes études, car à peine mon titre de séjour étudiant allait expirer, qu'on allait me demander de quitter le territoire. Donc moi, je commence à travailler en tant qu'intermittent du spectacle pendant mes études, et j'arrive
toute fierotte à la préfecture de Paris après mes études en disant pas de souci, j'ai eu mon statut intermittent, donc les fameuses 567 heures à l'époque pour avoir son statut intermittent. Comment ça se passe? Et la préfecture me dit, déjà ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un statut intermittent, il faut que je leur explique, et ils me disent qu'il n'y a pas de titre de séjour adapté à cela. Ce qui fait que depuis de 2005 à 2011, c'est une galère administrative sans nom, où j'ai des récépissés, parfois de 3 mois, parfois avec autorisation de travail, parfois non, donc je perds mon statut intermittent, parce que les étrangers statuts intermittents doivent dire à Pôle emploi à l'époque qu'ils ont bien un titre de séjour. Et donc, l'une des conséquences les plus tristes, c'est que alors que toute mon énergie aurait dû s'orienter vers ce que j'étais venue faire en France, c'est-à-dire m'orienter vers la création audiovisuelle, artistique et tout, toute mon énergie accompagnée d'un beau cortège de stress en France était tournée vers le fait de me régulariser. La paperasserie administrative. Exactement. Quoi. Et c'est vraiment Kafka. Je me souviens qu'il y a même un producteur qui vient avec moi à la préfecture et qui leur dit mais attendez, nous on veut la faire travailler, comment on fait quoi? Et la préfecture, ne sachant pas quoi faire de mon cas, finit par s'en débarrasser comme elle fait très souvent et à me coller une obligation de quitter le territoire français en 2011. Je conteste auprès du tribunal administratif, c'est au QTF, et donc la préfecture ne sait pas quel titre de séjour toujours me donner, parce qu'elle me dit nous ce qu'on veut c'est que vous ayez un CDI ou un CDD. Je leur dis écoutez, dans mes métiers ça n'existe pas, c'est bien pour ça qu'on a inventé le statut intermittent. Et donc je lutte pour avoir un titre de séjour vie privée familiale, sauf que normalement pour être reconnue je dois fonder une famille. Et donc là, je m'attaque à un chantier assez intéressant, je trouve, d'un point de vue jurisprudentiel, c'est que j'essaie de leur prouver que j'ai une vie privée sans être mariée, ce qui est quand même une petite conquête féministe. Et donc, je leur monte une chapelle Sixtine de dossiers qui prouve que oui, j'ai une vie affective, une vie amicale, une vie sociale en France. Et donc, à la force du poignet, parce que je suis très têtue, je finis par avoir le titre de séjour vie privée familiale, qui est censé être l'un des titres de séjour les plus confortables, donc c'est une carte de séjour qui est reconduite tous les 2 ans, sauf que le nouveau dysfonctionnement de la préfecture en France, c'est que tout simplement les préfectures ne délivrent pas les rendez-vous. Donc je suis censée être en règle, mais à chaque fois ils tardent tellement à me donner un rendez-vous pour renouveler mon titre de séjour que je dois rester 5 à 6 mois sans papier. Ça va sans doute encore une fois m'arriver en mars prochain à l'expiration de mon titre de séjour actuel. Et donc, quand on est sans papier, même si c'est pas notre faute, ben c'est plus le droit de travailler, plus le droit au chômage, etc. Alors après 2011, donc 1 an plus tard, vous vous êtes retrouvé sans domicile et vous avez connu la rue. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous en êtes sorti? Et est-ce que cet épisode dramatique vous a changé? Oui, alors comme je vous disais, pendant plusieurs années, on ne me donnait pas forcément un titre de séjour avec autorisation de travail, ce qui fait que je me paupérise tout simplement. À la moitié 2012, en août 2012, j'arrive à un point où je n'arrive plus à payer mon loyer. À ce moment-là, je suis souvent en pleurs avec ma famille au téléphone, je leur transmets beaucoup de stress et tout. Et mon père me dit, écoute, ça suffit, il vient en France sans me demander et il me dit, maintenant tu rentres. Et donc, pendant 1 semaine, il est là. Il me prend un peu de force, on va dans mon agence bancaire, il demande à la conseillère bancaire de fermer mon compte bancaire, de couper en deux ma petite carte bancaire, je m'en souviens, c'est vraiment, j'avais l'impression que tout faisait patatras, que ça faisait des années que je me battais pour rester en France et que tout faisait patatras. On va à Barbès, donc quartier populaire à Paris, pour acheter les grandes valises, pour me dire c'est bon, on prend toutes tes affaires, on rentre. Et à un moment, on est dans un café. Et quand il va aux toilettes, je me planque et j'appelle tous mes camarades et je leur fais part de ma situation. Je leur dis, je ne veux pas rentrer au Maroc. Et ils me disent, tu sais quoi Fatima, on va t'héberger chez nous d'une semaine à l'autre et tout. Comme ça, tu peux rester. Et quand mon père revient des toilettes, je lui dis, je suis désolée, je ne rentrerai pas. Donc il part tout seul et d'ailleurs il me dit quelque chose, c'est la dernière chose qu'il m'a dit avant de partir. Il m'a dit, tu sais, avant de venir te chercher, je me suis rendu compte à l'aéroport que j'étais malade. Je me disais, c'est bête, je n'ai pas vu ma fille depuis des années, parce que je ne pouvais pas rentrer au Maroc quand j'étais sans papier.
Au moment où je vais la voir, je tombe malade. Et en fait, il me dit petit à petit, en fait, c'est même pas que j'étais malade, c'est que je tremblais d'anxiété à l'idée de me demander dans quel état j'allais te trouver. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait des années que j'étais tout le temps en situation très forte de stress et d'angoisse et que je leur communiquais ça au téléphone. Et donc voilà, donc pendant quelques semaines, je suis hébergée chez des amis parce que c'est août, eux, ils sont en vacances et tout. Sauf qu'en septembre, ben, il n'y a plus ça. Et donc, je prends l'habitude effectivement de dormir dans un café qui ouvre 24 heures sur 24 vers Gare de Lyon. Et toute la journée, je zone vraiment. Dès qu'il y a le premier métro, je vais dormir dans les rames de métro. Bref, c'est vraiment la déchéance. Mon état même physique se dégrade assez vite. Et c'est en janvier 2013 que j'arrive à trouver refuge dans un squat. Donc finalement, on ne s'en sort pas tout seul. Qu'est-ce qui a facilité votre intégration? Et plus généralement, vous diriez, qu'est-ce qui facilite l'intégration? Absolument, et c'est vraiment un message que je partage avec force, c'est que le collectif protège, de ne pas rester isolé. Moi déjà, là où j'aurais pu sombrer, je me souviens, c'était qu'une fois je dormais dans le métro, donc quand j'étais en son domicile fixe, et il y a une personne qui passe et qui me pose des bananes à côté de moi et qui part. Et moi, je me dis, mais pourquoi elle pense que je suis SDF? J'aurais pu être une meuf qui sort de boîte de nuit et qui s'est endormie dans le premier métro. Et c'est là que j'ai rencontré mon reflet dans un des miroirs du métro et que j'ai vu à quel point, physiquement, mon état s'était dégradé. En fait, c'était visible que j'étais en situation de difficulté. Et ça m'a fait un électrochoc. C'est là que je me suis dit, parce que ça faisait des mois que je me disais, t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, tu te sortiras de ça. Mais bon, c'était un peu du déni de situation, du déni de catastrophe. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Et c'est là que j'ai commencé à demander de l'aide partout et qu'il y a un collectif donc, qui s'appelle Jeudi Noir à l'époque, qui me dit, nous on s'organise pour trouver des logements vides à Paris et pour y abriter des personnes sans domicile fixe. Donc à l'époque c'était une usine désaffectée qui était proche de Gare du Nord à Paris. Et donc c'est grâce au collectif, grâce aux gens qui s'organisent pour sortir concrètement des personnes de la mouise que j'arrive dans ce squat et que je mets un toit déjà sur ma tête, ce qui est vraiment le b.a.-ba pour essayer de se reconstruire. Et c'est aussi grâce au GISTI, à une association de défense des droits des étrangers, que j'arrive à contester mon OQTF, que j'arrive à ma régularisation. Ça a duré combien de temps cette période-là avant d'aller dans un squat? Alors, donc je suis à la rue de fin août 2012 à janvier 2013, donc presque 6 mois. Et après, je vivrai 2 ans et demi en squat. Alors, vous souhaitez obtenir la nationalité française. Pourquoi ça fait toujours obstacle? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on vous la refuse? Alors j'ai fait une première demande de naturalisation effectivement en 2011, au moment où je conteste mon OQTF. Elle est refoulée, enfin elle est refusée parce que ma situation est trop précaire. Ce qui est c'est le serpent qui se mord la queue encore une fois, c'est que c'est ma précarité administrative qui conduit à mon instabilité professionnelle, puisque j'ai pas toujours d'autorisation de travail. Et donc après ils me disent, bah voilà, c'est pas assez sérieux votre parcours professionnel, vous pouvez pas être naturalisé. Et donc j'attends, donc là en ce moment d'ailleurs je suis en situation de demande d'emploi, et donc je sais que si là je redemande une naturalisation, on va me faire la même réponse. Donc il faut d'abord que je trouve un emploi stable pour pouvoir convaincre la préfecture, tout simplement le ministère de l'Intérieur, que je suis digne de la naturalisation. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que là toute mon énergie encore une fois est pompée par les difficultés administratives et du coup ça empêche aussi à stabiliser sa situation professionnelle. Ouais, vous êtes particulièrement intégré à la société française et vous n'arrivez pas à obtenir des papiers, on l'a compris. Vous êtes quand même un exemple de la difficulté de la politique française sur l'immigration. Mais oui, c'est que en fait le débat public en France étant très tourné pour des raisons souvent électoralistes sur l'immigration, rien que depuis que je suis en France, je ne sais pas combien de lois durcissant les conditions de vie en France pour les personnes étrangères sont passées. Et les gens ne le voient pas, et c'est pour ça qu'il faudrait faire de plus en plus de reportages sur des parcours de vie. Mais à chaque nouvelle réforme, peut-être que voilà, ça amuse le débat public, mais à chaque fois c'est plus d'embûches
pour nous. C'est-à-dire que les titres de séjour sont de plus en plus courts, de plus en plus difficiles à avoir, il faut de plus en plus de justificatifs, et donc tout ça fait que notre vie devient une galère noire, et que du coup, ça nous distrait d'autant plus de ce qu'on voulait faire de nos destins. Comme je disais tout à l'heure, l'une des choses qui m'attriste le plus, c'est que là j'ai 42 ans, et quand je vois derrière moi, je me dis, mais normalement, je suis venue en France à la base pour faire du cinéma, pour faire de la peinture aussi. Enfin, voilà, je suis très attirée par tout ce qui est artistique, qui demande une certaine sérénité, qui demande aussi de planifier beaucoup de choses. C'est pas des carrières qui se construisent dans la facilité ou qui sont évidentes. Mais tout ça, je n'ai pas pu l'accomplir parce qu'au final, mon obsession en France, c'était déjà de rester en France. Alors que si on m'avait foutu la paix et qu'on facilitait les parcours migratoires, eh ben, de fait, j'aurais pu déjà rayonner autrement plutôt que d'être encore là en 2025 à parler de ma situation administrative, quoi. Donc vous participez, on l'a bien compris, à la vie politique et sociale du pays. Jeune, vous avez adhéré à l'UNEF, un syndicat étudiant, puis dans les mouvements de gauche, et vous êtes connue comme féministe. Alors depuis quand êtes-vous devenue une militante féministe? Alors, le mot, je le découvre en 2009. À l'époque, je n'avais même jamais entendu parler de mouvement féministe. Après, je pense que j'en avais une petite idée intuitive. Par exemple, je me souviens que quand j'étais petite, j'étais très copine avec mon cousin et qui a le même âge que moi. On se posait souvent des défis, genre est-ce que tu arriveras à grimper au haut de l'arbre, qui arrivera à monter au haut de l'arbre, qui arrivera à descendre du toit sans passer par les escaliers en longeant une cheminée externe, des trucs comme ça. Et je me souviens très bien de l'âge où on a commencé à me dire, moi, Fatima, descends, tu vas te salir, ou Fatima, descends, tu vas te faire mal, et pas lui. Ce qui fait que forcément, ce sont tout un tas de choses qui vont contraindre votre découverte de vos possibilités physiques, des défis que vous pouvez accomplir, de l'espace que vous pouvez prendre, de l'image que vous devez renvoyer, donc ne pas se salir, ne pas se faire mal, donc de se percevoir comme une petite chose un peu fragile, tandis que lui, il est resté sur sa lancée. Et donc, il y a vraiment des choses que j'avais déjà perçues comme injustes dans la manière dont on allait prendre le contrôle sur moi, sur mes libertés de mouvement, sur la police qui était faite sur ma façon d'être dans l'espace, de me comporter et tout, qui me rétrécissait, et voilà, et quelque chose qui ne concernait pas les garçons. Et ça a été vraiment une reprise de pouvoir en 2009. C'était en fait, moi, avant j'étais dans un syndicat étudiant, l'UNEF, et c'était Caroline Dehaas qui à l'époque était secrétaire générale de l'UNEF, et en sortant de l'UNEF, elle décide de créer une association féministe, c'était Oser le féminisme, et elle demande un peu à son entourage de la rejoindre, dont moi, parce qu'elle m'avait repéré dans le syndicat. Et du coup, en fait, c'est un mot un peu qui fait que tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'avais ressenties, mais qui n'avaient pas de mots dessus. Et donc, c'est un peu un effet de révélation. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, je rentrais chez moi, et il y avait un taximan qui avait ralenti, qui avait commencé à me draguer en me disant « Allez, monte, je te la fais gratuite et tout ». Et je me souviens que c'est la première fois, je m'arrête et je lui dis juste « Monsieur, quand une femme dit non, c'est non ». Et je l'avais dit d'une voix beaucoup plus forte que comme je parle d'habitude. Donc c'était vraiment un accouchement, quoi. C'était la première fois que je criais un non. Alors qu'avant j'étais un peu plus timide, quand j'étais en situation de harcèlement de rue, je savais pas trop comment me comporter, comment me défendre, voilà. Et à partir de ce moment-là, par exemple, quand un mec, vous savez, ça arrive de temps en temps dans le métro, te regarde fixement ou quoi, bah, je disais à voix haute, monsieur, arrêtez de me regarder comme ça me gêne. Et voilà, donc ça a été vraiment une crise de pouvoir. Conscience. Maintenant, il faut se souvenir qu'à l'époque, là je parle de 2009, la question féministe n'est pas du tout au centre du débat. Donc on est dans un mouvement très minoritaire, très invisible, pas du tout évoqué dans le débat public. Et moi je me souviens que dans nos réunions on disait il faut se battre pour qu'un jour la question féministe émerge et devienne centrale, un peu comme à l'époque la question de l'écologie. Et moi, je pensais vraiment qu'on était en train de militer dans l'ombre, sans reconnaissance de ce qu'on faisait et tout, pour peut-être dans 50 ans, pour préparer le terrain à ce qui pourra se passer dans la génération d'après. Je ne pensais pas que j'allais voir de mes yeux quelque chose comme MeToo, par exemple.
Donc c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu et donc j'ai vraiment vécu une petite préhistoire où vraiment les quelques fois on était invités dans les médias, c'était pour se moquer de nous, pour nous taquiner, pour voilà vraiment tous les poncifs antiféministes, qu'est-ce que c'est que ces hystériques qui voilà. Et j'ai vécu le gap entre l'avant et l'après, ce moment-là où je vois de mes yeux la question féministe devenir un vrai débat populaire. Ouais, on se souvient par exemple Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre de la Justice de Jospin, à qui on dit à l'Assemblée retourne à la maison, alors qu'un homme on lui dirait voilà. démission. Et sans remonter aussi loin, 2012, Cécile Duflot avec sa robe à fleurs. Voilà, est à robe à fleurs et on la sifflote à l'Assemblée nationale. Hein, pour tous ceux qui disent que le harcèlement de rue ou le harcèlement dans l'espace public c'est quelque chose qui concerne plutôt les quartiers populaires et je sais pas quoi, là on avait des bacs plus 5 à l'Assemblée nationale qui se comportent de manière filmée. En plus, ils savent que c'est filmé. Le féminisme, il est pluriel. Alors vous, de quel féminisme vous revendiquez ? Alors, c'est le féminisme intersectionnel. Alors, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est un féminisme qui pense l'individu comme quelqu'un qui ne va pas être concerné que par un seul système d'oppression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'oppression d'une femme à sa seule dimension patriarcale, tout simplement parce que une femme, selon sa classe sociale, selon sa couleur de peau, sa religion supposée ou réelle, etc., ne va pas se confronter à la même expression du sexisme. Donc c'est pour ça que le féminisme intersectionnel tient compte en fait de toutes les dimensions qui vont concerner une oppression. Et notamment, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a un ancêtre à MeToo. Souvent, on rapporte MeToo à l'année 2017 à Alyssa Milano qui lance ce mot d'ordre, alors que 10 ans avant, en 2007, il y avait Tarana Burke qui l'avait lancé sur la situation particulière des filles afrodescendantes dans les quartiers noirs américains. Et qui se focalisait sur la situation des femmes noires pauvres qui, par exemple, si elles sont confrontées à des violences conjugales, ne peuvent pas, aux États-Unis, se permettre d'appeler la police parce que la police peut très bien arriver et commettre une bavure et tirer dans le tas et même les viser elles. Donc voilà, c'est ce féminisme-là que je défends. En tout cas, ce n'est pas celui de la guerre des sexes. Vous pouvez lire un livre qui a été écrit par un homme et vous comprenez que les hommes puissent participer au combat pour l'égalité. Alors, moi, par exemple, typiquement, en tant que cinéphile, par exemple, j'ai été très confrontée à de la production cinématographique masculine. D'ailleurs, je me souviens que pendant nos études, on nous faisait étudier que du cinéma d'hommes. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis demandé à quel point le fait d'être tout le temps confronté à une projection de la subjectivité, de la représentation des femmes dans le cinéma par exemple, complètement et radicalement hégémonique, subjectivement masculine, était quelque chose qui pouvait m'atteindre même dans mon rapport par exemple à la féminité. Je ne compte pas le nombre d'œuvres et cinématographiques et même musicales qui sont teintées par exemple de ce qu'on appelle la culture du viol ou de la pédocriminalité. Il y a eu tout un tas de débats par exemple sur le film Le Dernier Tango à Paris où le réalisateur ne prévient pas l'actrice qu'il y aura une scène violente de violence sexuelle pour justement qu'elle n'ait pas la main sur sa direction d'actrice mais qu'elle subisse cette scène fictionnelle comme une réelle scène violente. Donc c'est pas la question de ne pas reconnaître la contribution théorique des hommes, c'est d'être consciente en fait qu'il y a une sous-représentation d'un regard subjectif féminin et qu'il faut être vigilante, nous, à ne pas nous laisser complètement gaslighté, comme on dit, influencé par une projection hégémonique du monde vue et ressentie par les hommes. Donc je reste vigilante à ça et donc je m'impose de regarder au moins à parité aussi des œuvres féminines. Autre combat pour lequel vous êtes engagé, c'est la prostitution. Quelle est votre position sur la prostitution ? Alors souvent, la question de la prostitution est clivée entre deux camps. Un qu'on appelle abolitionniste, c'est-à-dire qui dit qu'il faudrait à terme abolir le système prostitutionnel, et l'autre qu'on appelle réglementariste, qui est dans l'idée qu'il faudrait reconnaître qu'il existe un travail du sexe. Moi, je viens plutôt de la tradition abolitionniste. En revanche, j'ai du mal comment le mouvement féministe s'est contenté en France de ce bord-là d'une gestion purement policière, c'est-à-dire on dit qu'on interdit,
et on n'offre pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2016, il y a ces lois abolitionnistes qui interdisent en théorie le système prostitutionnel. Tout le monde sait que la prostitution explose, notamment auprès des mineurs. Il faut déjà démanteler les gangs des proxénètes. Voilà, il faut déjà donner des alternatives économiques aux femmes, parce que c'est bien beau de leur dire on vous prive de cette ressource-là, mais on ne vous en donne pas une autre. Donc ce qui va se faire, c'est tout simplement qu'elles vont continuer à l'exercer au black, comme on dit. Et en même temps, on voit les affres du système réglementariste dans tous les pays où c'est acté, c'est-à-dire que les maisons, les nouvelles versions des maisons closes, déjà c'est ultra genré, hein. Ce sont que des clients hommes pour que des femmes en situation de prostitution, souvent issues de milieux précaires, donc la question du choix est très très relative, avec en plus des concepts clairement misogynes. Il y a des bars à pipe par exemple en Suisse pour les hommes qui avant d'aller au travail peuvent passer par une femme, on va dire. Il y a des boîtes qui proposent des femmes de ménage en sous-vêtements pour venir faire le ménage chez vous dans les pays réglementaristes. Donc moi j'aimerais bien qu'on dépasse cette ligne de clivage là qui est un peu caricaturale et qui a séparé les deux camps, et qu'on réfléchisse concrètement à la situation des femmes qui sont en situation de prostitution sans dénier tout l'envergure patriarcale du fait de partir du principe que les hommes auraient des besoins irrépressibles sexuels et qu'il faudrait donc mettre à leur disposition des femmes. Je pense en vrai qu'il y a une utopie abolitionniste à garder, mais pas avec une gestion purement policière et purement utopique, quoi. Et rapidement, quelle est votre position sur la GPA, la gestation pour autrui? Alors, la gestation pour autrui, aujourd'hui, clairement, encore une fois, il y a un système d'oppression envers des femmes pauvres qui doivent en fait tout simplement mettre à disposition leur corps le temps d'une gestation et d'un accouchement, dans le déni total de ce qu'elles peuvent ressentir pendant la gestation de cet être auquel elles doivent renoncer, qui quand même grandit en elles, qu'elles ressentent, etc. Je pense qu'il faut qu'on continue à pousser les recherches sur quelles sont toutes les conditions d'une GPA éthique, c'est-à-dire avec une vraie reconnaissance d'un droit parental de la personne qui porte l'enfant, qui peut être un troisième parent intégré, doué de droits au sein d'une famille, donc avec des personnes qui ne peuvent pas avoir l'enfant, qui veulent un enfant, mais qui intègrent la personne qui l'a porté, pas seulement comme une mère porteuse, mais comme une troisième, un autre parent, voilà, ne pas la dénier dans ses droits, mais voilà, toutes les conditions doivent être remplies pour que ce ne soit pas une marchandisation des corps. Oui, qu'il n'y ait pas de sélection sociale. Exactement. Vous dites que la culture arabe, l'espace public est masculin. Alors, quelle est la place des femmes dans les pays musulmans et notamment au Maroc? C'est pas que dans les pays arabes, on l'expérimente assez en France. On sait que l'espace public n'est pas mixte et que d'ailleurs plus on avance dans la nuit, moins il est mixte. Au Maroc, oui, j'ai été très tôt confrontée au harcèlement de rue qui a, au-delà de la violence que c'est à l'instant T, qui remplit vraiment un rôle social, c'est-à-dire le fait que les femmes doivent apprendre à raser les murs, à prendre en charge leur sécurité, entre autres en renonçant à leur liberté de mouvement, leur liberté de voyage, leur liberté de s'habiller comme elles le souhaitent. Enfin voilà, on sait que même en France, hein, les filles quand elles sortent de soirée, elles savent qu'elles ne peuvent pas juste rentrer chez elles. Il faut qu'elles pensent, qu'elles payent de l'argent pour voir comment rentrer chez elles de manière sécurisée, accompagnée. Ce qui est très humiliant aussi, hein, quand on demande à un ami homme du même âge que nous, est-ce que tu peux m'accompagner jusqu'à la station de bus? Est-ce que tu peux rester avec moi? C'est déplorable d'être une femme adulte, de devoir demander à être chaperonnée. Et donc, oui, au Maroc, ça remplit vraiment un rôle de nous mettre dans la tête très jeune que c'est à nous à prendre des dispositions pour ne pas nous mettre en danger. Et rien que le fait de devoir subir, par exemple, souvent on va nous conseiller de ne pas envenimer la situation. Si un homme vient, il faut faire attention à ne pas le vexer, sinon il va monter en puissance dans l'intimidation et la violence. Et donc, quand on apprend à ne pas répondre pour ne pas énerver le mec en face de nous, bah plus tard on apprend à ne pas faire la même chose avec notre compagnon, avec notre mari, avec notre patron, avec un homme dans le milieu professionnel qui nous harcèle sexuellement. C'est un système d'accoutumance à notre seuil de tolérance par rapport à l'inacceptable, aux insultes, aux intimidations, aux menaces, à la drague lourde qu'on subit dans l'espace public. Donc c'est une vraie police des mœurs qui s'impose à nous.
Et au fond, vous vous inscrivez en vous entendant la tradition de la République sociale et laïque. Alors, il faut toujours faire attention avec ces termes, comme ils ont été pensés à l'origine, et comment aujourd'hui ils deviennent des armes très contradictoires par rapport au principe de la République. À la base, j'adhère sur le papier au principe d'une République laïque, bien évidemment. La République telle qu'elle est dans sa promesse de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les personnes puissent vivre librement, qu'elles soient athées ou croyantes, à égalité. Évidemment, quand on voit l'état du débat public aujourd'hui, comment par exemple il y a une façon d'utiliser le principe de laïcité avec une interprétation complètement erronée de la loi pour empêcher des femmes par exemple qui portent le voile d'étudier comme elles le souhaitent, de devenir avocate si elles le souhaitent, de devenir magistrate. On est en train de faire passer des lois pour les empêcher de devenir magistrate. En fait, en vérité, de ne tolérer les femmes qui portent un voile que là où elles sont censées être, c'est-à-dire dans l'ombre. Par exemple, une femme de ménage passe encore, elle peut porter le voile. Mais par contre, dès qu'elle veut apparaître, dès qu'elle veut avoir d'autres opportunités, on lui ferme la porte. Et ben, c'est dommage parce que c'est un dévoiement qui discrédite même les valeurs de la laïcité. Et donc quand on veut continuer à défendre les principes de laïcité dans le monde, ou même en France, on nous dit quand ça devient une arme d'oppression et de censure, c'est un peu difficile de continuer à adhérer à l'idée. Typiquement, je sais qu'il y a des mouvements conservateurs, notamment islamistes en France, qui vont vers les femmes dans les quartiers populaires, notamment celles qui portent le voile, et qui leur dit « Voyez, la République, elle est contre vous, la laïcité, elle est contre vous. Alors que c'est juste... Elle vous exclut. » Ah, et heureusement qu'il y a des féministes intersectionnelles qui ont un discours bienveillant vers les femmes voilées pour leur dire non, vous pouvez aussi venir vers nous. Vous n'êtes pas obligés de vous enfermer dans avec des réseaux ultra-conservateurs, etc. Parce que nous, on reconnaît vos réalités. La seule vérité, c'est que l'État est neutre et il y a juste les agents de l'État qui ne doivent pas porter de signes religieux. La vérité également, c'est qu'on a tous plusieurs identités. Vous en êtes un exemple, Fatima Benomar. Vous êtes d'origine marocaine, vous êtes pour une république sociale, vous venez de l'expliquer. Vous êtes aussi une féministe. Donc en fait, on n'est pas assigné à une seule identité. Non, on a tous plusieurs dimensions qui naissent par la force des choses aussi de l'expérience. Ma conscience féministe et ma combativité féministe, celle qui fait que ça reste dans la durée, c'est bien ma confrontation au jour le jour aux violences masculines et aux inégalités. Je ne suis pas féministe juste par adhésion à une idée abstraite. Je suis féministe parce qu'en sortant de ce podcast, je vais rentrer chez moi et peut-être je vais être reconfrontée, ou bien dans l'espace public ou d'ailleurs dans l'espace privé qui est encore plus concerné par les violences et l'exploitation des femmes, à ces inégalités-là. Donc c'est un rappel tout le temps. C'est-à-dire que c'est nos engagements et notre identité, elle se construit parce qu'elle est confrontée à la rudesse du réel. Je ne serais pas une militante antiraciste si je n'étais pas le produit d'un long parcours de galère par rapport... Moi, j'adorerais arriver un jour, je ne serais ni féministe ni antiraciste, je serais juste une femme qui vit sa vie. Donc, voilà, nos convictions, en fait, naissent d'un mouvement profond de révolte parce qu'on ne nous laisse pas construire des destins libres et égalitaires du fait de la précarité, du racisme, du sexisme. Et donc, ces identités engagées sont une réaction chimique aux violences réelles, aux coups qui nous sont portés chaque jour. Pour terminer, est-ce que vous diriez, comme le poète Louis Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme et peut-être même l'avenir de l'humanité? Alors, je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, mais je pense qu'il faut trouver une alternative à la construction de genre masculine qui, je pense, est déjà un fardeau pour eux. On le voit de plus en plus. Je pense qu'on étudie pas mal pourquoi les garçons sont attirés sur les réseaux sociaux par les contenus masculinistes. Mais c'est parce qu'en fait, comme on ne leur permet pas l'expression de leur sensibilité, de fait, on doit leur trouver des affects violents qui viennent répondre à leur construction identitaire. Et donc c'est ainsi que le mouvement masculiniste, enfin l'adhésion à un discours de haine des femmes vient remplir un vide dans le fait que toutes les personnes qui ont étudié la sociabilisation primaire des hommes, des garçons, dans les premiers pas vers leur vie, montrent que
on ne leur apprend pas à être des hommes, on leur apprend à ne pas être des filles. C'est-à-dire qu'ils construisent leur identité masculine par opposition à l'être faible, à l'être méprisable que seraient les filles. Et donc, je pense qu'il y a une alternative à trouver à ce qu'a été construit historiquement les identités hommes et femmes qui ont été vraiment construites pour créer une opposition, voilà, le fort, la faible, le rationnel, l'irrationnel, qui sont les femmes, etc. Merci infiniment Fatima Ben Omar d'être venue nous voir et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission sur le podcast de France 24 et vous la retrouvez également sur toutes les plateformes en podcast et sur le YouTube de France 24. Merci à vous tous.